Et donc, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation du programme de travail 2026-2027 des écosystèmes d'innovation européens. Et donc, je vais partager la présentation. Ok, donc voilà. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Oui. Non, Laurent, on ne voit pas un plein écran. Ok. Laurent Gregorio, pardon. Oui. Excuse-moi. Ouais. C'est Maintenant, bon. Oui, c'est bon maintenant. il Oui. semble bien. D'accord, donc parfait. Donc tout d'abord, je voudrais nous présenter le point de contact national euh, pour les programmes Pathfinder et Transition du Conseil d'innovation européen, mais aussi pour le programme des écosystèmes d'innovation européens, qui est composé de nous trois que vous pouvez voir aussi dans votre écran. C'est-à-dire d'un côté, bon, moi, je me présente d'abord. Moi, je suis Gregorio Munoz, je suis le coordinateur du PSN. Et il y a aussi mes deux collègues, donc Chiara Molinelli de l'Université de Lille qui travaille à temps partiel aussi pour le point de contact, et Laurent Boll de la Chambre de commerce de Bourgogne-Franche-Comté qui, pareil, travaille à 40%. Et donc, nous sommes, nous trois, l'équipe. Voilà. Et donc, vous avez là-bas aussi sur cette diapositive que vous aurez aussi après le webinaire dans la même page web. Les liens, peut-être, oui, si vous voulez, pour nous envoyer des messages, nous suivre sur le site, la page LinkedIn, ou s'inscrire à la liste de diffusion, ou aussi avoir l'accès au site Internet. Pardon. Donc, nous, en tant que PSN, qui est Point de contact nationaux, nous faisons quelles sont nos activités d'accompagnement aux porteurs de projets, notamment à un premier niveau, ça serait des activités d'information, comme ce type de webinaire, de présentation des instruments en général, soit online, soit en présentiel, quand on est sollicité, peut-être oui, par une autorité régionale ou une agence de développement ou une université, un organisme de recherche, quoi que ce soit un pôle de compétitivité. Et donc, dans le deuxième niveau, donc, nous, bien sûr, nous sommes toujours prêts à répondre à des questions en relation avec la préparation du projet, soit par email, soit par des entretiens en visioconférence ou même appel téléphonique, quoi que ce soit. Et aussi, nous faisons une analyse des résultats et des ESR, ce sont les rapports, les résumés des rapports d'évaluation, pour voir un peu, soit pour un projet en particulier, soit pour l'ensemble, quels ont été les points forts et les points faibles de la participation française en particulier. Et dans un troisième niveau un peu plus spécialisé, nous faisons des activités spécifiques un peu plus en profondeur, mais uniquement en relation avec les deux appels principaux de l'OIC, du Conseil européen pour l'innovation, c'est-à-dire Pathfinder, Open et Transition. Nous, couramment, nous ne le faisons pas pour les appels des CEIE, tout simplement parce que, disons que ce sont des appels qui changent à chaque année et donc ils sont légèrement différents ou complètement différents, les appels. Et donc, on n'a pas vraiment une expertise comme on peut avoir pour les appels EIC qui sont toujours les mêmes tous les ans. Et donc voilà, donc quelques instructions. Donc le webinaire, je l'ai déjà dit que ça a commencé à être enregistré. Donc nous vous prions de couper vos micros et par contre, oui, bien sûr, si vous voulez intervenir à un moment donné, nous vous prions aussi de lever la main et on vous permettra de parler. Il y aura à la fin du tout un temps dédié, un moment dédié aux questions. Mais si jamais il y a quelque chose qu'il faut vraiment dire à un moment donné, si vous voulez m'interrompre, c'est aussi possible. Ok, donc aujourd'hui, donc on va avoir une toute petite introduction de
quel est un peu qu'est-ce que cherche en général la Commission européenne, quels sont ce qu'on dirait en anglais le background du programme de travail. Et après, on va se dédier spécifiquement à chacun des 5 appels, les 2 qui sont prévus pour cette année 2026 et puis les 3 pour l'année prochaine 2027. Et donc, bon, donc cette année, on a uniquement une destination qui est les écosystèmes d'innovation interconnectés et un peu, c'est un peu différent des années différentes. Des années passées, parce qu'il y avait d'autres destinations que nous appelons Elevating the Scalability Potential of European Businesses, qui uniquement a existé pendant les années 21 et 22, ou le Partnership Innovative SMEs, qui n'a existé que les années Ampère et qui finance notamment le réseau Eurocar, qui est un réseau un peu en dehors d'Horizon Europe, mais aussi pour financer des projets d'entreprise, etc. Et donc, l'objectif général des projets des écosystèmes, des programmes de travail des écosystèmes d'innovation européens, c'est donc mettre la recherche et l'innovation au cœur de l'économie. Et donc, en particulier, ce qu'ils cherchent, c'est disons, stimuler la croissance des startups et des scale-ups. Et donc, avec un focus très fort sur la rétention de ces entreprises disons, avec un fort contenu technologique, et donc voir quelles sont les incitations dont on a besoin en Europe pour éviter qu'elles doivent se délocaliser, notamment aux États-Unis, qui ont des incitations un peu plus fortes. Et aussi, mais avec un œil aussi sur l'aspect de la cohésion. Et vous verrez que chaque appel, il y a toujours une condition d'inclusion obligatoire des entités procédant des pays d'élargissement, qu'on appelle d'élargissement, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas une présence forte dans l'horizon Europe en général. Et oui, en particulier, on pourrait parler aussi dans l'EIC, mais non, c'est surtout pour l'ensemble de l'horizon Europe. Et donc, ces programmes de travail aussi cherchent de faire face à une série de problèmes, en particulier dont on a notamment deux. C'est-à-dire, le premier serait l'existence des résultats des projets de recherche académique, on pourrait dire, dans les organismes de recherche et dans les universités, qui restent sans exploiter. Et donc, ça serait par exemple la cible, le but de l'appel, en particulier des From Lab to Market. Et aussi, les autres font face ou essayent de faire face au problème de la fragmentation du marché. Donc, ce qu'ils essayent, c'est effectivement de connecter les différents écosystèmes pour être capable de mettre en commun ces ressources, et donc soit de type de capital, risque, et ça serait le cas par exemple des appels sur les organisations philanthropiques ou même la passation de marchés publics pré-commerciaux, mais aussi l'accès à des différents types de connaissances ou même de services d'appui à l'innovation qui puissent exister dans certains écosystèmes et donc les rendre accessibles aussi aux autres. Voilà. Et donc, voilà, donc on passe déjà à examiner quels sont les appels de cette année 2026. OK. Et donc, le premier, c'était l'action pilote des European Startup and Scale-up Hub. Et donc, là, vous voyez le principe, les données principales. C'est un appel qui est déjà ouvert depuis le mois de décembre. Et donc, c'est ouvert jusqu'au 10 mars. Et donc, l'idée de cette action pilote, c'est de définir un modèle qui puisse être utilisé plus tard pour des nouveaux hubs qui peuvent s'établir.
dans l'avenir. Et donc, c'est une action co-fund, ça veut dire que, oui, qu'il ne finançait qu'à 50%. Et donc, il faut trouver le financement restant à partir des sources alternatives. Et qu'ils peuvent être nationales, régionales, même d'autres fonds européens de type le fonds structurel, par exemple le FEDER, ou d'origine privée. Et donc, il faut ajouter une lettre d'intention avec une seule adressée par le coordinateur, oui, en identifiant quelles sont les sources prévues. C'est vrai que ça pose après des problèmes. Il y a des projets qui ont été, disons, évalués positivement, mais qu'après, pendant la phase de préparation de l'accord des subventions, ils ne réussissent pas vraiment à avoir le cofinancement nécessaire, et donc ils n'ont pas pu être finalement mis en œuvre. Donc, dans cet appel, ils envisagent de financer un seul projet à 20 millions d'euros. Donc, il faut trouver les 20 millions additionnels. Et ils proposent, ils conseillent que la durée soit de 2 ans. Et ils cherchent un réseau entre 10 et 18 hubs. Et donc, un seul hub par pays, sauf pour les pays qui ont plus de 35 millions d'habitants. Donc là, vous les avez, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, en tant que pays membres, des pays associés, la Turquie, l'Ukraine et le Royaume-Uni. Et donc, de son côté, le hub peut être une seule entité qui soit représentative de l'ensemble du hub, ou en tout cas, ils peuvent accepter aussi plusieurs partenaires qui représentent le même hub. Bien sûr, cette deuxième option, à mon avis, ça complique la gestion du projet. Donc, ça serait meilleur d'aller, si c'est possible, avec une seule entité pour hub, pour ne pas compliquer le consortium, qui, oui, déjà, ça serait entre 10 et 18 membres. Ça serait compliqué. Et donc, l'autre condition, de type widening, c'est qu'il doit y avoir entre le minimum 10 pays, il doit y avoir à minima aussi 2 qui viennent des pays widening, dont il y a 15 États membres, et les 14 pays associés, on dirait en principe tous, sauf la Suisse et le Royaume-Uni, mais aussi ils sont éligibles en tant que widening les régions ultra-périphériques. Quand on parle des régions, c'est-à-dire de la France, mais aussi de l'Espagne et de Portugal. Et donc, c'est un appel qui permet le financement en cascade, c'est-à-dire que permet aux bénéficiaires, aux consortiums aussi de donner des subventions à leur fois, avec l'argent reçu par la commission, pour pouvoir, disons, atteindre quelques des objectifs des projets. Et donc, ce système de financement en cascade, tous les systèmes de subventions octroyés aux bénéficiaires de petites entreprises qui puissent bénéficier par le projet, doit être assuré, la gestion et une surveillance, le monitoring, par le coordinateur du projet. Et donc, les objectifs vraiment de cet appel, ce sont les startups, notamment de deep tech. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend comme deep tech? Ce sont des technologies, ce pas des secteurs définis, des domaines technologiques définis, mais plutôt ce sont des technologies qui doivent rester toujours en pointe, et pour lesquelles, et pour cela, il faut qu'ils restent toujours en connexion avec la recherche. Et donc, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? C'est l'impact vraiment qu'ils attendent, c'est que quelques-unes de ces entreprises, de ces startups, de deep tech, qu'ils soient vraiment, qu'ils trouvent les ressources pour être bien accélérés et bien augmenter leur présence dans les marchés, et pour arriver à avoir des licornes, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les champions globaux, vraiment des entreprises qui puissent dominer leur marché, pas uniquement en Europe, mais si c'est possible dans le monde. Et donc, plus spécifiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ils essayent d'arriver à ce résultat à long terme? C'est la collaboration entre les hubs.
Et donc, ces hubs, en principe, doivent être les meilleurs de chaque pays. Ils parlent dans le programme de travail, ils parlent d'une Champions League. Et donc, bien sûr, de ceux du pays Widening, qui, en plus, devraient profiter un peu d'un certain mentorat ou une formation des hubs situés dans les pays un peu plus expérimentés, etc. Et donc, ce qui est cherché, c'est que ces hubs soient capables de partager les ressources, donc qu'elles soient accessibles aux entreprises des autres pays, en tant que on parle d'infrastructures de recherche, même de talents nécessaires pour chaque entreprise, ce qu'ils cherchent pour se développer, ces équipes, le capital, les services. Et comme ça, on pourrait dire que l'objectif serait aussi que l'ensemble de hubs puisse aussi passer à une échelle différente de ce qu'ils avaient uniquement à leur niveau habituel. Et donc, on pourrait parler, oui, d'avoir une communauté vraiment de ressources, mais aussi de clients des hubs, des entreprises. Et donc, en particulier aussi, il faudrait, oui, faire aussi un focus spécial sur le service et le réseau financé par d'autres parties ou d'autres programmes même de la Commission européenne, comme le Conseil européen pour l'innovation, le réseau EN, c'est-à-dire Europe Enterprise Network, les European Digital and Innovation Hubs, les communautés des connaissances d'innovation de l'Institut de technologie d'innovation de l'Institut européen pour l'innovation et la technologie ou le Valais régional de l'innovation, etc. Et donc, on parlait d'un Champions League des hubs, et effectivement, les critères de sélection vont être vraiment exigeants, on pourrait dire. C'est-à-dire, on va leur demander un parcours solide en termes de création de start-up, qu'ils vont être capables aussi de mobiliser du capital risque et même de donner de formation sur l'entrepreneuriat. Et donc, on parle aussi qu'ils aient aussi un parcours important sur donc, ils doivent avoir, une implication forte d'un établissement de recherche qui soit considéré d'excellence. Et ils doivent avoir aussi une certaine présence sectorielle de des technologies stratégiques pour l'Europe, c'est-à-dire celles qui sont notamment identifiées dans la stratégie de STEP. Ils doivent aussi faire preuve d'une capacité de fédération de tous les acteurs de l'écosystème, aussi avoir une expérience en coopération transfrontalière et avoir aussi des accès aux infrastructures de services, de recherche et de technologies de tout type, c'est-à-dire pas uniquement les services vraiment de recherche, mais aussi de type légal et réglementaire, c'est-à-dire les conseils. Et bien sûr, ils doivent démontrer, présenter dans le projet leur stratégie de mise à disposition de tous ces services qu'ils possèdent déjà pour les entreprises des autres hubs. Et donc, en principe, ils ont défini aussi des indicateurs pour voir quel sera le succès de cette action pilote. Et donc, ils essaient d'atteindre au moins une centaine de startups qui soient soutenues par le réseau. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont soutenus, soit qu'ils ont eu accès à des services, à des infrastructures, ou qu'ils ont pu être mis en relation avec d'autres entreprises qui sont importantes pour leur caractère attracteur, ou même aussi avec des investisseurs, etc. Et donc, le deuxième indicateur, ça serait qu'au moins 50% de ces entreprises soutenues aient été capables vraiment d'obtenir un financement en termes d'investissement notamment, et que au moins 50 entreprises ont eu effectivement des services dans autres
hub différent de celui d'origine, on pourrait dire. Et voilà, tout ça par rapport au premier appel. Et donc, on passe d'abord au deuxième appel qui c'est, oui, donc From Lab to Market, donc et en particulier, il s'agit de renforcer le rôle des bureaux de transfert des technologies des universités et des centres de recherche pour améliorer, disons, l'accès, disons, de la connaissance, l'exploitation des résultats de la recherche. Donc, c'est un appel qui sera ouvert au mois de juin et sera clôturé en septembre de cette année 2026, c'est le deuxième appel de cette année, qui va financer 5 projets d'environ 1 million d'euros. Et dans ce cas, qui va être financé avec le système de lump sum en anglais, c'est-à-dire somme forfaitaire. Donc, bon, si jamais il y a des questions sur ce système, on peut le voir à la fin. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il s'agit, au lieu d'avoir le système de coût réel, où il faut d'un côté prévoir quels vont être le coût exact et des types pour chaque type de dépense, etc. Le système de somme forfaitaire, ce qu'il permet, c'est au début, c'est-à-dire dans la préparation du projet, c'est pareil. Il faut prévoir quels sont les coûts de chaque type, c'est-à-dire le frais de personnel, le frais des achats, de sous-traitance, des voyages, etc. Et la différence avec le système traditionnel des coûts réels, c'est que ça fait l'objet aussi de l'évaluation par work package. Et donc, une fois que les évaluateurs, on pourrait dire aussi que la commission est d'accord avec le coût de l'ensemble d'un paquet de travail, d'un work package, il ne faut pas, ce qui est l'avantage, c'est que dans le coût réel, il faudrait aller aussi après justifier toutes ces dépenses. Mais dans le système des sommes forfaitaires ou lump sum, il ne faut pas. Tout ce qu'il faut, c'est démontrer qu'on a réalisé toutes les activités prévues dans chaque paquet de travail, dans chaque work package. Et voilà. Et donc, comme ça, il ne faut pas justifier chaque dépense. Et il ne faut pas garder non plus les documents effectivement, de la preuve des dépenses. Donc, disons qu'il n'y a pas d'avantage dans la phase préalable de préparation du projet, mais ça a des gros avantages, par contre, au moment de la justification des frais. Et voilà, donc c'est un réseau, une action de coordination et de soutien, le Coordination and Support Action. Donc, ça veut dire que ça subventionne le 100% de coûts. Et donc, à minima, il faut qu'il y ait 3 établissements de recherche ou des technologies de 3 pays différents avec les règles habituelles pour les consortiums. Et donc, minimum, une des entités doit venir d'un pays widening, dont on a déjà parlé, et ils encouragent aussi la participation des agences d'innovation, des autorités publiques, dans la mesure qu'elles puissent, ils ont contribué aux résultats du projet attendu du projet qu'on va voir. Donc l'impact à long terme, disons qu'ils attendent, c'est augmenter effectivement la commercialisation des résultats de la recherche. Et donc, en particulier, qu'est-ce qui est attendu? Donc, l'existence dans les organismes de recherche et dans les universités, à travers leur bureau de transfert des technologies, des politiques de valorisation de la propriété industrielle. Et donc, qu'est-ce qui est cherché plus en particulier? D'un côté, qu'il soit plus adapté aux besoins des entreprises, notamment les startups, qu'elles soient moins coûteuses de ce qu'ils appellent les coûts de transaction, c'est-à-dire dans la mesure qu'ils puissent être un peu plus standardisés, c'est-à-dire que ce ne soit pas nécessaire dans chaque processus de négociation réinventer la roue, mais qu'il y ait des procédures à peu près qui soient déjà connues, donc qu'ils soient transparentes aussi des deux côtés, c'est-à-dire pour les chercheurs
dans l'université, mais aussi pour les entreprises intéressées. Il propose aussi que, dans la mesure que ce soit possible, peut-être de grouper les connaissances dans des portfolios, donc de façon qu'il soit possible de faire des accords sur l'ensemble d'un paquet des résultats de la recherche ou des brevets ou quoi que ce soit. Il faut aussi que ces politiques de valorisation soient plus attirantes pour les chercheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, qu'il y ait les incitations économiques nécessaires pour que ça soit intéressant pour les chercheurs, entre guillemets, de se compliquer la vie avec ça. Il faut aussi qu'il y ait d'autres types d'incitations indirectes, c'est-à-dire de la reconnaissance, par exemple, des activités de valorisation de la recherche pour leur carrière professionnelle. Aussi qu'il y ait des services de soutien et de conseil pour les chercheurs qui, bien sûr, ne sont pas censés de connaître tout ce qui est en relation effectivement avec la propriété industrielle, sa protection, sa gestion et oui, après sa mise à disposition des entreprises et tout ça. Et donc, bien sûr, il y a aussi toujours dans ce cas un focus sur les technologies stratégiques de type STEP, de la European Strategic Technologies Platform. Et donc, ce qu'ils envisagent aussi avec cet appel, c'est l'adoption d'un côté l'identification et après l'adoption des meilleures pratiques des ensembles de participants au projet. Oui, donc c'est-à-dire d'identifier qu'est-ce qu'il peut-être aussi des universités ou des centres de recherche qui sont un peu plus expérimentés, et donc d'identifier la meilleure façon de le faire pour qu'ils puissent après, oui, les autres membres du consortium, peut-être les adopter aussi. Et après, donc, quels sont les indicateurs en particulier qui sont les résultats qui sont attendus? Donc, c'est en termes des accords de transfert des technologies entre les centres de recherche et universités et les entreprises, mais pas uniquement ça, mais aussi le développement conjoint des technologies, c'est-à-dire les projets de recherche et d'innovation conjoints entre déjà les établissements de recherche et les entreprises. Et donc, j'avais entendu une fois quelqu'un qui disait que le meilleur transfert des technologies est celui qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, le développement est déjà fait dès le début ensemble. Et donc, un autre indicateur serait le nombre de spin-offs qui ont été créés par des chercheurs des entreprises, des centres de recherche. L'existence d'un jeu commande d'outils pour la valorisation de la propriété industrielle, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sera en plus adéquat pour les startups. Et donc, ça serait bien que ces instruments soient mis aussi en collaboration avec les clients, c'est-à-dire les chercheurs et les startups. Bien sûr, elle ne veut pas dire que cette boîte à outils soit unique pour tout le monde, parce qu'il faut qu'il soit adaptable à chaque contexte local et chaque université ou centre de recherche. Et bon, et aussi, oui, pas uniquement ça, mais aussi qu'il y ait des stratégies, des modèles, d'exemples de comment faire chacun des activités. Et voilà, ils cherchent aussi à partir d'un modèle commande d'incitation, peut-être pour les chercheurs, mais aussi pour les étudiants. Et en tout cas, avoir 3 cas pilotes dans chaque projet pour tester l'efficacité de ce modèle commun élaboré par l'ensemble du projet. Et en plus, bon, dans la ligne aussi de profiter des autres activités qui ont été déjà financées par la Commission européenne, ils conseillent aussi d'avoir une relation privilégiée avec l'initiative d'enseignement supérieur de l'Institut européen de l'innovation. OK, et donc on passe déjà aux appels de l'année déjà prochaine.
Il y en a 3. Et donc, la première serait l'appel Startup Europe, qui est à peu près le même appel qui existait déjà dans le programme de travail 2024. Il y a quelques petites différences, et notamment en termes d'indicateurs qu'on verra un peu plus tard. Et donc, vous voyez, donc les trois appels de 2027 seront ouverts le 1er juin et clôturés le 15 septembre. Donc, dans ce cas, on parle de 9 projets à une taille de 2 millions d'euros, aussi financés dans le système de lump sum. Donc, c'est aussi un CESA, donc ça veut dire subvention à 100%. Je dirais que c'est presque le seul appel où il ne spécifie pas qui peut être le type de bénéficiaire, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce que nous va voir aussi dans les 2 appels suivants. Dans ce cas, le but par rapport à où ce qui est le critère de widening ou les régions un peu aux pays moins avancés, c'est le plus exigeant parce qu'il exige à minima 50% donc, de régions ou pays qui soient considérés selon les dernières données disponibles à la date de la publication, de l'ouverture de l'appel, c'est-à-dire début juin 2027, qui proviennent de régions qui soient emerging or moderate innovators, d'accord avec le Regional Innovation Scoreboard en ce qui concerne les États membres. Et pour les autres pays qui ne soient pas inclus dans le Regional Innovation Scoreboard, donc il faut aller voir le Global Innovation Index, et donc ils doivent être classés ou qualifiés avec une note qui soit inférieure à 25. Donc là, vous avez aussi les liens aux deux sites pour pouvoir consulter quels sont les pays et les régions. Et donc, aussi dans cet appel, il y a la possibilité de mettre en œuvre le financement en cascade jusqu'à 160 000 euros pour les entreprises qui puissent bénéficier. Et donc, comme dans l'autre cas, comme toujours quand on parle de financement en cascade, donc la surveillance et la gestion c'est la responsabilité un peu de coordinateur du projet. Et donc, les objectifs, encore, donc le cible, ce sont des startups, notamment des technologies numériques, mais aussi stratégiques, et aussi de type deep tech. Et donc, mais de ce type de start-up, donc il faut aussi se concentrer plutôt sur celles qui ne sont pas tout à fait au début, mais qui ont déjà montré une certaine solidité, dans le sens qu'ils ont déjà réussi à avoir une levée de fonds de type minimum amorçage, c'est-à-dire seed capital, ou peut-être c'est encore plus. Bien sûr, le cible des régions ou pays moins innovants. Aussi, l'approche des genres, c'est-à-dire aussi, c'est plus, ils vont la cible sur les entreprises dirigées par des femmes. Encore, l'autre critère des coopérations avec les autres initiatives déjà financées par la Commission européenne, et donc en particulier, comme vous voyez là-bas, les bénéficiaires de l'Institut européen, dans le Conseil européen d'innovation et l'Institut européen d'innovation et de technologie, mais y compris pas uniquement ceux qui ont réussi à avoir le financement, mais peut-être ceux qui ont été bien évalués, mais qui n'ont pas eu le financement, et donc qui ont été pas lauréats, mais qui ont obtenu leur saut d'excellence, le Seal of Excellence. Et peut-être aussi d'autres projets, d'autres entreprises qui soient identifiées lors d'autres programmes financés par l'Union européenne ou Region Europe, comme les Regional Innovation Valleys ou les European Digital and Innovation Hubs, ou même les programmes nationaux qui sont identifiés comme plugins, c'est-à-dire qui sont une voie d'accès un peu privilégiée pour aller après à l'EIC en particulier sur l'accélérateur. Et donc, ce qui est attendu de cet appui aux startups, c'est comme d'habitude l'expansion de leur marché, c'est-à-dire leur croissance
le plus vite possible, qu'ils arrivent vraiment à être encore des champions comme dans le premier appel dont on a parlé de Startup and Scale-up Hubs. Et donc, en particulier, et ça, comment le faire? C'est à travers, effectivement, de soutenir des activités d'accélération transfrontalière entre les différents écosystèmes. Donc, c'est un peu aussi relativement semblable dans ce cas que l'appel des European Startup and Scale-up Hubs. C'est-à-dire ce qu'on essaye, c'est que les entreprises aient accès pas uniquement au service de leur propre écosystème d'innovation, de soutien, d'appui, mais aussi l'objectif de ça, c'est de créer un réseau, donc plusieurs réseaux dans ce cas, parce qu'il y a plusieurs projets qui vont être financés, qui ouvrent leurs services aussi aux entreprises d'autres pays, d'autres régions. Et donc, en particulier, oui, donc aussi, donc, il s'agit de mettre en relation donc les innovations existantes, donc dans ce cas les entreprises d'un côté, avec les opportunités de croissance en termes de financement, de services et de formations qui existent ailleurs. Et quand on parle de services ou de formations, on peut parler d'accès au marché, de l'aide à élaborer son modèle économique, sur la réglementation, sur la ressource humaine pour créer l'entreprise, bon, pour agrandir l'entreprise, etc. Plutôt que la créer parce qu'ils ont déjà devoir obtenu des fonds d'amorçage. Et donc, il y a aussi un focus sur le marché public d'innovation, c'est-à-dire dans la mesure du possible, comme on verra dans les appels suivants, aussi l'accès de ces entreprises au marché, pas uniquement, disons, privé, mais aussi public. OK. Et donc aussi, quels sont les résultats dans la pratique et quels sont les indicateurs et que c'est la nouveauté par rapport à l'appel de 2024 en particulier. Donc, il va être exigé une surveillance de la part des partenaires pendant 3 ans après la fin du projet. Il va falloir oui, faire un suivi pendant 3 ans des entreprises qui ont été soutenues pour savoir quelle a été l'évolution moyenne de leurs revenus, le pourcentage de ces entreprises qui ont réussi à avoir un financement complémentaire. Donc, il y a quelqu'un qui doit fermer son micro. OK, merci. Et donc, savoir quel est le montant de ces financements complémentaires obtenus, quelle a été la rentabilité moyenne de ces entreprises, l'évolution de leur part de marché, mais aussi le taux de suivi pendant à 6 mois, 12 mois, 18 mois, etc. après. Et donc, ici, dans cet appel, c'est beaucoup plus développé qu'en 2024, tout ce qui est le volet de la communication des activités réalisées dans le cadre de ces projets. Mais aussi, et pas uniquement ce qu'on a fait, mais peut-être aussi l'identification des cas de succès en particulier, des success stories, et en faire aussi l'étude de ce type de cas à publier peut-être. Et voilà, et donc on passe au deuxième appel de 2027, qui est donc mettre en relation les espaces d'expérimentation et les agents publics qui font les achats, c'est-à-dire la passation de marché public. Donc, comme tous les appels de 2027, 27, les dates sont les mêmes, jusque la clôture, c'est le 15 septembre. Ici, c'est aussi un seul projet uniquement qui va être financé à hauteur de 10 millions d'euros. Et c'est le type de pre-commercial procurement, donc les achats publics avant la commercialisation. Et donc, subventionné jusqu'à 100%. Il faut savoir aussi qu'il y a des conditions spécifiques pour ce type de projet. Qu'est-ce qu'on comprend pour
pour le pre-commercial procurement, etc. Quelles sont les conditions qu'ils doivent remplir? Ils sont dans les annexes générales d'Horizon Europe. Donc, c'est l'annexe générale H. Et donc, les bénéficiaires du projet sont les acheteurs publics. En particulier, ce qu'ils cherchent, ce sont des consortiums d'acheteurs qui aient des besoins d'approvisionnement similaires pour avoir vraiment donc, pardon, pour arriver à une masse critique, on pourrait dire, qui soit attirante pour les possibles développeurs des innovations. Et donc, mais aussi, il est cherché la coopération avec les organismes de réglementation et de certification pour voir, essayer d'identifier quelles seraient les barrières réglementaires et essayer de les lever. Et aussi, bien sûr, comme le dit le titre, la coopération avec les espaces d'expérimentation, soit des testbeds ou de banques d'essais, soit de living labs, c'est-à-dire de laboratoires vivants, ou soit de regulatory sandbox, donc des bacs à sable réglementaires. Mais et donc, dans ce cas, ils ne sont pas les innovateurs eux-mêmes, c'est-à-dire les entreprises, les startups ou les entreprises innovantes qui vont être bénéficiaires de cet appel parce que l'objectif, c'est qu'ils puissent être octroyés, mais pas des subventions, mais des contrats avec les administrations publiques qui vont avoir ces besoins. Et donc, de la même façon qu'il y a dans les autres appels qu'on a vus, il y a la possibilité de financement en cascade possible, mais la limite, elle est plus haute, jusqu'à 200 000 euros au lieu de 60 000 euros, parce que les bénéficiaires ici, finaux, vont être les usagers finaux, au lieu d'être dans le cas où ça ne sera pas les administrations publiques, mais quand ils vont peut-être commander quelque chose pour qu'après elle soit utilisée par peut-être des citoyens ou d'autres acteurs du système. Et donc, comme on parle aussi déjà de des quantités un peu plus hautes, il y a une exigence additionnelle pour le système mis en place, le système mis en place dans ce type de projet, c'est qu'il doit être révisé d'abord par des experts indépendants, externes à l'administration qui va le mettre en marche. OK, donc quels sont les impacts attendus, les objectifs? Et donc, d'un côté, donc bien sûr, offrir de nouvelles opportunités de marché pour les PME innovantes, c'est-à-dire pas uniquement qu'ils obtiennent des financements, etc., mais qu'ils commencent déjà à avoir des revenus, un marché réel des utilisateurs pour leurs produits. Bien sûr, aussi du côté, ça pour le côté de des marchés, mais aussi du côté des acheteurs. Ce qu'il faut chercher, bien sûr, c'est la modernisation du secteur public en général par l'adoption de nouvelles technologies, etc. Mais aussi l'amélioration des processus d'achat public dans chacun d'eux. Et tout cela, et le fait aussi de la coopération unie aussi, les deux points antérieurs, unis aussi à la coopération avec les entités responsables de la réglementation, de la certification et les espaces d'expérimentation. L'autre impact à long terme attendu, c'est la réduction du délai de commercialisation des innovations élaborées par les entreprises. Et donc voilà les objectifs spécifiques, j'en ai déjà parlé à peu près dans la diapo préalable précédente. Et bon, et ici, les secteurs ciblés sont ceux des technologies stratégiques encore de STEP, qui sont aussi normalement, il y a 3 groupes de technologies stratégiques. Ce sont des digitales, aussi de biotechnologie et deep tech en général. Voilà. Et bon, et donc en particulier, quels sont les résultats plus spécifiques?
il doit avoir à minima une solution innovante qui soit adoptée ou acquise, ou au moins qu'elle soit, entre guillemets, prête à être adoptée et acquise. Et je m'explique. C'est parce qu'il y a 4 possibilités possibles pour ces résultats. C'est-à-dire que cette solution soit déjà acquise pendant la durée du projet, c'est-à-dire dans le même processus que la procédure pré-commerciale ou pas, c'est-à-dire après. Et donc, dans ce cas, il faudra prévoir le budget et même le temps pour la mise en œuvre de l'achat, de la procédure d'achat, et déjà pas pré-commercial, mais la véritable, on pourrait dire. La deuxième possibilité, c'est que la passation de marché, elle soit une procédure différente de la pré-commerciale, et donc qui ait lieu après la fin du projet. Mais par contre, dans ce cas, ce qui était exigé, c'est qu'il y ait un livrable pendant la durée du projet, que ce soit la préparation de toute la documentation de la procédure, disons pour démontrer oui, que ça va, que c'est faisable, et la volonté de l'administration pour la mettre en marche. Et donc, il y a une troisième possibilité, que ce soit les adopter, mais sans avoir besoin de les acquérir, c'est-à-dire de les acheter, de le payer. Ça serait les cas, par exemple, de logiciels d'open source. Et dans ce cas, il ne faut pas prévoir le budget, mais oui le temps pour s'assurer que l'adoption et l'implantation de ces nouvelles technologies n'est pas bon de surmonter les possibles problèmes, etc. Et donc, le quatrième cas serait effectivement les cas où les technologies ou la solution innovante que cherche l'administration ne soit pas pour être utilisée par elle-même, mais peut-être pour bénéficier d'autres acteurs. Donc, il faudra prévoir les anticipations financières ou réglementaires nécessaires pour encourager ces autres utilisateurs finaux à les acheter. Et donc, c'est pour cela qu'il aurait la possibilité de faire des appels à subvention utilisant l'instrument de financement en cascade. Et voilà, donc tout ça en relation avec le quatrième appel. Et alors, donc le dernier appel serait celui dédié à l'implication des organismes philanthropiques ou des organisations philanthropiques dans les écosystèmes d'innovation. Donc ici, l'objectif, c'est un peu plusieurs. Donc l'appel, d'abord, l'appel, c'est les mêmes dates qui est tout de 2027. Donc la clôture, j'insiste, le 15 septembre. Ils vont financer jusqu'à 6 projets dont ils conseillent une durée entre 1 et 3 ans. Vous avez vu qu'il y a parfois, ils conseillent une durée, mais dans les autres, il y a 3 appels où ce n'est pas le cas. Dans millions d'euros chacun à peu près, et aussi dans le système de son forfaitaire ou lump sum en anglais. Donc c'est encore un réseau existant avec une subvention, ce qu'ils vont financer avec une subvention de jusqu'à 100%. Et donc le type de partenaires recherchés dans ce cas, ce sont les établissements de recherche ou réseaux d'établissements de recherche, soit universités, soit organismes de recherche ou de technologie, qui en plus, il est exigé que le coordinateur du projet soit une entité de ce type. Après, il est aussi exigé qu'il y ait au moins une organisation philanthropique ou un réseau aussi de ce type d'organisation. Et pour les identifier, il faut savoir qu'une des actions dans le programme de travail, c'est la réalisation d'une étude par la Commission européenne pour identifier quels sont les organismes philanthropiques en Europe, faire un map, une carte, donc pour aider effectivement à identifier des
potentiels partenaires. Mais ils permettent aussi, donc ça c'est les deux types de partenaires obligatoires, c'est les établissements de recherche et organisations philanthropiques, mais ils acceptent aussi d'autres types de partenaires, comme des accélérateurs et des investisseurs ou leur réseau aussi, et même des autorités publiques impliquées dans ce type de démarche de soutien aux startups ou aux scale-ups. Il y a aussi une référence au JRC, au Centre commun de recherche de la Commission européenne, comme potentiel partenaire, mais qui spécifiquement, ils disent qu'il ne participera pas à la préparation de la proposition. Et donc, je me dis que c'est pour éviter que les gens puissent penser que le fait d'avoir les centres communs de recherche de la propre Commission européenne pourrait donner un avantage, disons, à ce type un tel projet, non? C'est vrai donc c'est tout ce qu'il dit sur le JRC. Et donc, son rôle dans un projet de ces caractéristiques n'est pas non plus spécifié. Mais bon. Et donc voilà, donc quels sont les objectifs cherchés dans ce type de projet? Donc c'est carrément l'impact à long terme, c'est un peu comme dans l'appel de From Lab to Market, c'est un des problèmes qui avait été identifié. Donc augmenter la valorisation des résultats de la recherche. Donc passer de la recherche à l'innovation. Mais pas. Et donc, qu'est-ce qui est demandé? Donc, du côté des établissements de recherche, donc on leur demande de faire un plan de commercialisation des technologies, c'est-à-dire de soutien aux startups avec la collaboration effectivement des organismes philanthropiques et des investisseurs, et qui, bien sûr, qui mettent en avant l'identification aussi des clients potentiels, c'est-à-dire un caractère plus proactif du côté de l'université ou de l'organisme de recherche, d'aller chercher, disons, des clients et pas uniquement avoir son portefeuille des résultats de brevets, etc. Et après attendre qu'il y ait des gens qui viennent chercher, qui soient intéressés. Donc, il y a une démarche plus proactive. Et donc, du côté des organisations philanthropiques, quel est le rôle attendu dans ce projet? Donc, d'un côté, soit qu'elle-même soit capable de donner, c'est-à-dire d'apporter des ressources financières pour le développement des startups, soit qu'ils pouvoir utiliser leur réseau d'accès d'expertise ou d'autres réseaux de parties prenantes, et ou même qu'ils soient des premiers utilisateurs, c'est-à-dire les testeurs des innovations déjà développées par les entreprises, mais qui n'ont pas encore disons, des clients ou d'autres types d'utilisateurs qui puissent vraiment voir si leur utilité ou pas, leur défaut, etc. Et donc, quels résultats attendus, les indicateurs? Et donc, l'application ou un intérêt bien confirmé, bien exprimé d'une technologie qui soit développée dans le cadre du même projet et d'une façon collaborative en plus entre une entreprise et un des organismes de recherche, et qui soit après adopté par une autre entreprise, disons, qui est un client. Et donc, il est aussi envisagé le soutien à la création d'espaces d'expérimentation, c'est-à-dire, y compris, pas uniquement les trois types dont j'ai parlé tout à l'heure, de type Living Lab ou banque d'essai ou les bacs à sable réglementaires, mais aussi, il s'est permis la création des incubateurs et des accélérateurs. Et donc, bien sûr, un troisième résultat, c'est que les spin-offs puissent obtenir des financements, et aussi la création d'accélérateurs, qui était, c'était répété, parce que c'est écrit dans des parties différentes. Et voilà, donc ce sont un peu les résultats attendus dans cet appel. Et donc, c'était un peu tout ce que je voulais dire. C'était un peu long peut-être,
Mais bon, donc c'est peut-être maintenant le moment pour les questions. On peut avoir une demi-heure. Et donc, j'arrête déjà le partage de mon écran. Merci Grégorio. Et peut-être par rapport aux questions, enfin en fonction des questions posées, ça pourra être intéressant de repartager éventuellement les diapos. Alors, je pense que toutes les questions qui ont été posées dans le chat ont déjà reçu un retour de la part de Laurent, il me semble. Il me semble aussi, même si des fois, je n'étais pas tout à fait sûr de la question. Donc, Oui, et du coup, j'invite effectivement, on pourrait soit répondre certaines questions, mais aussi ceux qui ont reçu une réponse, si ce n'était pas complètement alors, satisfaisant, n'hésitez pas à relever la main et à peut-être, reposer les questions. peut-être, il y a un point, me semble-t-il, il y a un intérêt assez fort sur le European Startup and Scale-up Hubs. Mm, mm. Et je pense un peu une espèce de, alors je sais pas si c'est une frustration, n'est peut-être pas le mot, mais voilà, comment on fait pour rentrer dans la construction de candidatures? Alors, c'est vrai que là-dessus, on doit s'exprimer avec toute honnêteté. On est sollicité par des structures, mais qui nous donnent pas, bien entendu, l'autorisation de dire qu'elles nous sollicitent. Et puis, en plus, elles sont potentiellement concurrentes entre elles. Nous n'avons pas, à une rare exception que l'on a pu diffuser une fois, de recherche de partenaires qui ont circulé entre les PCNEIE permettant, je Mm. dirais, de bâtir ces hubs. C'est Alors, liens. bon, ceci étant dit, pour être un peu plus pragmatique, il est vrai que c'est un call auquel il est à peu près clair qu'on ne peut pas répondre si on se, entre guillemets, réveille. C'est pas méchant ce que je dis, hein, aujourd'hui ou même il y a quelques mois. C'est des choses qui se préparent un peu en amont si vous avez déjà un peu réseauté avec des structures. Bah déjà, j'imagine que si vous voulez candidater, c'est que vous sentez que vous répondez vous-même aux critères pour être un hub ou une partie de ce hub. Mais il est clair qu'il faut avoir déjà un sérieux réseau européen, avoir réseauté au travers, alors je ne sais pas moi, de clusters, de réseaux d'agences d'innovation, d'accélérateurs qui existent au niveau européen. C'est vraiment là que se construisent ces projets et on peut dire quelque part que le programme EIE est là pour mettre du financement sur des, des- des- du relationnel qui existe déjà entre des entités de ce type. Donc c'est très difficile pour nous de répondre ou même favorablement de dire, ben voilà, il suffit de faire ça ou ça. Alors je vous ai mis, en réponse à la question de l'un d'entre vous, je vous ai mis aussi un lien vers la page du call sur Funding and Tenders où il y a 37 entités qui se sont présentées comme étant intéressées, recherchant des partenaires. Enfin bon, on sait d'expérience que c'est pas forcément l'outil le plus efficace. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est un peu ça, c'est interroger si vous êtes, selon que vous êtes, agence d'innovation, cluster, accélérateur, incubateur, euh, pôle de compète peut-être, interroger les partenaires que vous pouvez déjà avoir dans le cadre de réseaux européens qu'ont ces structures, c'est vraiment le plus efficace. Et ça fait écho aussi à la dernière question qui vient d'être posée dans le chat concernant l'idée que le PCN organise des workshops ou ateliers pour le networking entre partenaires qui souhaitent se positionner sur les appels à projets. En fait, Alors, je pense que c'est un peu entre les lignes, c'est pas prévu pour l'instant, c'est un peu entre les lignes de ce que Laurent vient de dire. Alors, N'hésite pas, voilà, Laurent, à compléter. c'est pas prévu pour la raison suivante. Enfin, la raison suivante. Une des raisons, c'est que nous, en tant que PCN, EIC, EIE, déjà, il faut savoir qu'on a un temps limité, hein, parce qu'on a beau être 3, on n'est que 1,8 ETP il est vrai que notre mission principale reste quand même sur l'EIC. Et le networking entre partenaires au niveau français sur ce type d'appel me paraît, c'est ma position personnelle, assez peu efficace vu que la plupart des projets demandent plutôt un networking européen.
Et il est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui d'action spécifique entre les PCN EIE au niveau européen qui puisse permettre cela. Ceci dit, il existe des workshops ou ateliers au travers des réseaux que je viens de citer, que ce soit les Euroclusters, donc les réseaux de clusters européens, que ce soit des réseaux type European Business Network ou autres qui vont rassembler les incubateurs ou accélérateurs. Et c'est plutôt eux qui peuvent se saisir de ce type de workshop, d'atelier. Nous, faire du networking, en fait, sur des appels EIE, ça risque d'être très difficile parce que vous allez être tous concurrents les uns avec les autres. Alors, faire du, comment dirais-je, de l'information un peu plus poussée comme on le fait aujourd'hui, oui, mais du networking, ça va être difficile. Voilà. Désolé si la réponse est peut-être pas totalement convaincante par rapport à ce que vous attendez, j'en suis conscient, mais Oui, c'est un peu le fait. oui, je voudrais ajouter quelque chose. C'était déjà dans la diapositive que je présentais. Mais ce qu'il cherche, c'est vraiment il avait des critères assez exigeants pour la sélection des candidats. Et donc, un des critères, c'était prouver une expérience déjà en coopération internationale. Et donc, ça implique avoir déjà un réseau préexistant et donc avec lequel ça serait le plus facile, le plus naturel de préparer un projet pour candidater à cet appel. Alors peut-être pour répondre à 2 questions de Marie-Agnès dans le chat, y a-t-il des appels thématiques dans EIE? Alors thématique, je suppose que vous entendez par thématique industrielle, sectorielle. Non, a priori c'est plutôt ouvert. Alors comme j'ai pu le répondre auparavant, quand il y a plusieurs projets qui sont recherchés, on pourrait imaginer qu'il y a un projet qui soit thématique et d'autres sur d'autres thématiques. Bon après le taux comment dirais-je, le nombre de projets financés selon l'école permet plus ou moins cette liberté thématique. Elle n'est pas impossible. On peut imaginer qu'il y ait un des projets sur 5 dans certains calls qui soit sur une thématique. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop précise, mais une thématique particulière à condition, et la commission peut y prêter un intérêt, mais ce n'est pas a priori prévu. Et est-ce qu'un bureau de transfert de techno qui veut être coordinateur pour l'appel From Lab to Market, quel type de partenaire peut être sollicité dans d'autres pays européens? Alors là-dessus, c'est pour ça que je vous avais fait une réponse un peu plus tôt dans le chat en disant, pour moi, alors ça c'est une suggestion, c'est pas exhaustif, je pense que s'appuyer sur les alliances universitaires européennes qui existent dans de nombreuses universités en France, ça peut être une bonne idée. Parce que là, en général, toutes les universités ont un bureau de transfert de technologie, alors qu'ils portent des noms différents. Ça peut être la SAT dans certains cas, ça peut être autre chose, ça peut être... Et en Europe, ça peut être des filiales équivalentes à nos SAT ou d'autres structures. Et souvent, s'appuyer sur, si vous êtes une université ou un bureau de transfert de technologie issu d'une université, ça peut être intéressant de vous appuyer sur les alliances européennes que peut avoir votre université pour et justement avoir cet équilibre entre des entités venant de pays widening et d'autres pas, etc. Puisque la plupart des alliances ont un scope assez large, ou un spectre plutôt assez large en termes d'universités membres. Donc ce n'est pas forcément la seule façon de faire, mais euh, ce qu'on peut dire peut-être, Chiara, sous ton contrôle, c'est que des PUI, donc les pôles universitaires d'innovation, ou leurs homologues en Europe, ça peut être des bons constituants de ces appels. Oui, Et donc le je type de pense aussi. partenaire que vous retrouvez dans les PUI, c'est un peu le type de partenaire qu'il faut rechercher dans les autres pays européens, à savoir voilà, bureau de transfert de technologie, incubateur, Pôle, accélérateur de start-up, etc. Oui, je voulais ajouter par rapport, disons, aux thématiques. Donc, il y a des appels où disons, c'est écrit dans le programme de travail, les secteurs, les technologies, plutôt les domaines spécifiques qu'ils envisagent de financer. Et il y a aussi des références génériques à des technologies stratégiques pour l'Europe. Et donc là, je viens de partager dans le chat
le lien ou aux technologies stratégiques pour l'Europe selon oui, cette plateforme STEP qui est à peu près la référence. Et donc, après, donc, je vais inclure aussi le lien dans la présentation qui sera disponible sur le site Ouais. web après. En effet, tu fais bien de le préciser. Oui, dans l'appel From Lab to Market, justement, il y a un focus sur les technologies stratégiques. Mais après, est-ce qu'on peut imaginer que, enfin, je ne sais pas si c'était tout à fait la question qui était posée, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un un projet From Lab to Market se focalise sur une de ces technologies stratégiques et pas sur les autres? Sur les 5 projets qui seront financés au final, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est possible. Après, bon, ça peut réduire le champ, mais c'est possible. Rien ne l'interdit. Oui, par exemple, pour Startup Europe, donc, the project results are expected to contribute to the following outcomes. Donc, increasing the market footprint of European startups in strategic digital technologies and deep tech innovation. Et après, il dit including but not limited to artificial intelligence, advanced computing, cybersecurity, next generation internet, blockchain, Internet of Things, metaverse, energy, green tech, agri-tech and fintech. Donc, vous voyez que qu'il y a quelques cas où sont particulièrement spécifiques, mais après, il laisse aussi la porte ouverte à d'autres technologies quand ils disent oui, including but not limited to. Donc, N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi lever la main et poser la question à l'oral. Ou également à rebondir Peut-être sur les réponses qui ont peut-être été un données. aspect qui n'a pas suscité question, mais qu'il est important de noter, parce que si je reviens sur le European Startup and Scale-up Hubs, il est nécessaire de noter qu'il s'agit d'un programme co-fund. Donc, il faut, d'ici le 10 mars, que vous ayez une lettre d'intention avec une source de financement provenant d'une autorité nationale ou régionale. Alors, voire privée, mais je veux dire, il s'agit bien d'un co-found, et donc, alors à moins que vous ayez vous-même la capacité d'autofinancement, qui est à la limite pas complètement fermée, mais l'idée, c'est bien ça aussi, hein. Donc, on est sur la mise en place d'une action qui vient en complément d'une politique publique régionale ou nationale. Enfin, ou en complément et s'insérer dans cette politique publique. Anne-Lucie Grange oui. demande si la effectivement. candidature est bien celle d'un consortium, pas de hubs individuels. Oui. Il doit être beaucoup de hubs en plus. C'est-à-dire, c'est entre 10 et 18, ce qui est attendu. Et donc, avec ces conditions de un de chaque pays, c'est ce que j'avais dit, t'entendais, donc je veux peut-être effectivement qu'on proposait. C'est bien qu'on un seul projet à 20 millions qui comporte 10 à 18 hubs en son sein. Et ces 10 à 18 hubs peuvent être une entité ou plusieurs entités à chaque fois. Donc on peut imaginer qu'il y ait à la fin un projet avec, je dis n'importe quoi, mais 40 partenaires, quoi. Simplement, on sait que chaque partenaire, enfin dans chaque pays, il y a 1 à 2 hubs qui sont identifiés et qui peuvent être une entité ou plusieurs entités, mais qui travaillent ensemble. Oui, donc je pense qu'effectivement, comme il y a eu des gens qui se sont incorporés un peu plus tard, et donc ils n'ont pas vu Alors, la. il y a une question sur le nombre de candidatures. Donc, sur le European Startup and Scale-up Hub, c'est un seul projet global au niveau européen avec en son sein
10 à 18 hubs qui eux-mêmes peuvent, chaque hub par pays, en 1 à 2 pour la France, peuvent représenter plusieurs organismes contractuels. From Lab to Market, c'est 5 projets d'1 million chacun. Startup Europe, c'est 9 projets de 2 millions chacun. Les Experimentation, Spaces, Innovation Procurement, ça sera un seul projet à 10 millions. Donc là aussi, c'est très limitatif. Et Philanthropique, c'est 6 projets à 1 million chacun. C'est un peu plus ouvert. Et alors, je cherche le lien. Excusez-moi, ça bug. Je voulais mettre le lien sur le Funding and Tender Portal pour Startup Europe, mais mon ordinateur, enfin le site Funding and Tender Portal rame dans mon ordinateur. Attends, je vais essayer de le trouver. Ouais, désolé, mais ça charge pas. Oui, mais en tout cas, peut-être là, une fois, peut-être on peut le montrer. Vas-y, ouais. Qu'est-ce que je vois? On voit la homepage de Ok. Funding and Tender Portal. Ok, donc là, il faudrait aller à Calls for Proposals, Funding ici, Calls for Proposals. Après, Programming Period, normalement, il dit déjà, nous amène à Horizon Europe. La call, on pourrait. Ah, mais attendez, vous cherchez le call de Startup Donc, Europe, mais il n'est pas ouvert encore. oui, Startup Europe n'est pas encore publié sur Il le n'est portail. pas oui. encore ouvert, donc on ne peut pas Donc, le il trouver. n'existe pas encore. Non, non. Donc, si vous tapez, ça, il vous montre, par exemple, Ouais, il montre les différents appels. Et donc, il faudrait mettre un peu le code de l'appel. Alors, il y a une question de Léo Benedetti. Bonjour Léo. Il nous demande, est-ce qu'on a des informations sur l'instrument EIE dans le prochain MFF? Alors, dans le pilier 3, je crois, d'Horizon Europe 2.0, enfin, je ne sais pas comment on l'appellera, mais le futur d'Horizon Europe post-2028 au sein du nouveau MFF, il y a dans le pilier, il y a 38,5 millions d'euros de mémoire dédiés à ce pilier, dont 35,5 pour l'EIC. Et donc, il doit en rester 3, si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle de mes collègues, pour ce qu'ils appellent le triangle de la connaissance. Oui. Et dans ce triangle de la connaissance, c'est un peu flou pour l'instant, mais il semblerait qu'il y ait un peu de IE, un peu de IT. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Pour l'instant, on n'a pas trop de... Je ne pense pas qu'on en soit au stade du détail quant à ce que pourrait comprendre ce programme. Donc, il y aura quelque chose, mais qui restera vraisemblablement un peu limité. Alors après, il y aura peut-être d'autres aspects dans le comment dirais-je, dans le programme Fonds de compétitivité aussi. Hors partie Horizon Europe propre. Ça va être lié un peu à des sujets en lien avec ce qu'on a développé aujourd'hui, à savoir le développement des startups, des scale-up, etc. Et pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour en donner les détails. Je pense que dans l'année, d'ici la fin de l'année, on en saura certainement plus. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments, Grégorio, par rapport à ce triangle de la connaissance. Non, parce que c'est vrai que l'information que nous avons eue jusqu'à présent, c'est un peu ce que tu as dit, c'est un peu flou encore.
ça devra se définir beaucoup plus parce que pour l'instant, il n'y a qu'une proposition en plus de la commission qui doit être discutée, etc. Et donc, oui, comme il reste encore 2 ans pour la fin de cette période de programmation et donc il reste pas mal de chemin encore. Des Alors discussions à tous les niveaux. peut-être ce qu'il faut retenir aussi, c'est que par rapport à EIE, la difficulté que l'on rencontre et enfin, pas la difficulté qu'on rencontre, mais je dirais la stratégie derrière EIE, et vous l'avez certainement deviné aux conditions qui apparaissent, c'est d'aller faire de l'expérimentation ou de la mise à niveau d'économies, enfin, ou d'écosystèmes régionaux ou nationaux qui, entre guillemets, ne sont pas tout à fait à la hauteur comment dirais-je, de la moyenne supérieure européenne, quoi. Donc c'est vraiment, EIE a été fait pour ça, c'est pour faire un peu de la remise à niveau d'écosystèmes d'innovation qui ne seraient pas les plus performants. D'où la notion d'incorporer des acteurs du widening beaucoup. Et pour le reste, c'est aussi d'essayer de remplir un peu des trous dans la raquette, dans des, comment dirais-je, par exemple, l'histoire de philanthropie ou de marché public. Voilà, où on voit que peut-être l'essor de l'innovation se fait pas naturellement par le marché dans ces domaines-là. Mais ça reste quand même un programme très très limité en nombre de projets et de budget. Et en plus, pour nous en France, je pense que dans les dernières années d'Horizon Europe, voilà, à moins de faire comment dire, cette remontée à niveau en travaillant avec des régions pays du widening, les opportunités sont quand même assez rares. Et bon, on a déjà presque consommé presque 1h30, donc s'il n'y a pas d'autres Ah ben questions. voilà, et vous avez une Attends, il y a recherche de partenaire Jean-Michel. qui vient de, pour ceux qui sont intéressés par European Scale-up Startup Hubs, vous avez, Il y a Jean-Michel pour Portefaix. voilà, vous avez Enterprise Ireland qui monte un projet. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre participation. Ok, oui, s'il n'y a plus de questions, alors je vous propose de s'arrêter ici, de remercier tout le monde pour votre présence, votre attention, et bien sûr à mes collègues pour le soutien. Merci Gregorio. Et voilà. Et donc je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Allez, donc au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci. Merci, au revoir.